Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Bonjour et bienvenue à notre Histoire en tête. Ici Laurier Lacroix. J'ai le plaisir ce matin de discuter avec Richard Foisy d'un livre qui vient de paraître aux presses de l'Université de Montréal et qui s'intitule « Les peintres de la Montée Saint-Michel, un groupe montréalais, 1911-1946 ». Richard Foisy est chercheur indépendant en littérature et en histoire de l'art. Il a fait paraître divers ouvrages, dont la biographie du poète Jean Arrache, intitulée « Émile Coder, un poète et son double ». Richard Foisy est également musicien. Il a chanté sur sa musique et sur celle d'autres compositeurs, les poètes québécois de Néligan et Gaston Miron. D'ailleurs, on aura l'occasion d'entendre ses choix musicaux tout à l'heure dans l'émission. Depuis 1998, il est directeur du Centre de recherche sur l'atelier de l'Arche et son époque, 1900-1925, et dans le cadre de ses fonctions, il a publié plusieurs titres se rapportant à l'atelier de l'Arche que nous découvrirons ensemble aujourd'hui. Richard Foisy, bonjour. Bonjour Laurier. Décortiquons le titre de votre ouvrage qui est tout un programme, « Les peintres de la Montée Saint-Michel, un groupe montréalais, 1911-1946 ». D'abord, situons la Montée Saint-Michel. Où est-ce que ça se trouve à Montréal? Bien, la Montée Saint-Michel, c'est l'actuel boulevard Saint-Michel en tant que voie de circulation. C'est dans les années 60 que la Montée Saint-Michel a pris le nom de boulevard. Alors, c'est un axe nord-sud. Ça, c'est la Montée Saint-Michel avec un petit M, comme dans boulevard. Mais la Montée Saint-Michel avec une majuscule à M, alors là, ça désigne l'ensemble du territoire où les peintres dont il est question aujourd'hui se retrouvaient. Alors, le cœur de ce territoire, en plus, c'était le domaine Saint-Sulpice, entre la rue Saint-Hubert et l'avenue Papineau, qui était vaste, qui était composé de 2 fermes et d'un important boisé. Mais donc, la Montée Saint-Michel s'élargissait en dehors du domaine Saint-Sulpice, puisque à l'est, le territoire que parcouraient les peintres de la Montée couvrait tout Saint-Léonard de Port-Maurice, comme ça s'appelait à l'époque. À l'ouest, ça couvrait tout le village de Cartierville. Au sud, ça s'arrêtait à ce qui est aujourd'hui le boulevard Rosemont. Et au nord, au Saut-au-Récollet. Alors, c'était un territoire assez vaste. Mais quand ils allaient peindre à la Montée Saint-Michel, c'était dans un ou l'autre de ces lieux-là. Donc, un immense terrain de jeu, finalement. C'est un immense terrain de jeu. Et donc, comment est-ce qu'on avait accès à ce lieu-là dans les années 10, 20, 30? Il y avait le tramway, évidemment, qui, étant donné que la ville se développait petit à petit, il y avait Villeray, qui venait d'être fondé. Il y avait les villages de Cartierville quand même, et Saint-Léonard, évidemment. Donc, le tramway faisait de plus en plus d'excursions au nord de la ville, dans les années 1910, je crois. Et puis, il y avait la rue Saint-Denis qui montait assez haut aussi. L'avenue Papineau, ça devait commencer. Et il y avait aussi les moyens de transport autonomes qui étaient la bicyclette qu'empruntait Ernest Aubin et dans le groupe de la Montée. Et puis Joseph Jutras, lui, il avait le luxe, il pouvait se payer un cheval, alors, avec une petite carriole. Et puis il se rendait à la Montée Saint-Michel. Narcisse Poirier aussi avait une bicyclette. Alors, s'il voulait se déplacer de manière autonome, individuelle, c'était comme ça, là. Donc, tous les moyens étaient bons, finalement. Tous les moyens étaient bons. Legault habitait pas très loin. Il était dans la Petite Italie, alors près du boulevard Crémazie. Alors, il pouvait s'y rendre facilement à pied. Il était tout près, là. Donc, différents moyens de transport. Et on y va à tous les moments de l'année. On y va surtout l'été quand il fait très beau. On y va le jour. On n'y va évidemment pas quand il pleut. Est-ce qu'il y a des... Oui, c'est sûr que l'hiver, c'était moins tentant, moins praticable. Ernest Aubin n'aimait pas l'hiver. Il n'a pas peint beaucoup de tableaux d'hiver. Mais c'était surtout printemps, été, automne, quoi. Oui. Et donc, vous circonscrivez cette période-là, de ce groupe-là, entre 11 et 46. Qu'est-ce que signifient ces deux dates, 1911, 1946? Qu'est-ce qui se passe en 11 et
qu'est-ce qui arrive en 1946 que 46, ça termine votre oui. étude? Oui. 1911, c'est l'année où le groupe, qu'on peut appeler maintenant un groupe, qui s'est formé autour d'Ernest Aubin principalement, décide de prendre un nom. Le 25 octobre, très précisément, on a la date. Alors, il décide de s'appeler les peintres de la Montée Saint-Michel. Pourquoi la Montée Saint-Michel? Parce que c'était une des voies d'accès au domaine Saint-Sulpice. Et la Montée Saint-Michel, à l'époque, en 1911, s'arrêtait au boulevard Crémazie. Aujourd'hui, le boulevard va jusqu'à la rivière des Prairies. Ça s'arrêtait là. Et quand Ernest Aubin a découvert la Montée Saint-Michel comme voie de circulation, quand il est arrivé au bout, il a été obligé de bifurquer à gauche. Parce que ça s'arrêtait là, c'était des champs. Et en bifurquant à gauche, là, il a découvert le domaine Saint-Sulpice. Donc, mais c'est resté, ils ont toujours appelé ça la Montée Saint-Michel pour désigner tout l'ensemble de leur territoire. Donc, en 1911, ils prennent le nom de peintre de la Montée Saint-Michel, mais c'est entre eux, c'est un nom d'amis qu'ils se donnent. Ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas de manifeste à publier, c'est entre eux. Ils sont 7 ou 8 déjà à l'époque. 1946, 35 ans plus tard quand même, c'est la dernière mention que j'ai retrouvée de la visite d'un des peintres du groupe sur le terrain de la Montée Saint-Michel. C'est en décembre 1946. Joseph Jutras écrit à Ernest Aubin, parce qu'ils correspondaient beaucoup tous les deux, que, chaque fois qu'il va à la Montée Saint-Michel, il est seul, il ne rencontre aucun autre peintre. Et donc, c'est la dernière mention sûre que j'ai retrouvée en décembre 1946, de la visite d'un des peintres du groupe sur la Montée Saint-Michel. Donc, on parle de 30 ans d'activité. Et voilà, oui. Mais même un peu plus, si vous permettez, Laurier, parce que, en fait, en 1907, qu'Ernest Aubin a découvert la Montée Saint-Michel, il avait 15 ans. Et c'est là qu'il avait fait ce chemin que j'ai décrit tout à l'heure, en empruntant la montée, en bifurquant à gauche. Et c'est là qu'il est arrivé au domaine Saint-Sulpice. Et il avait 15 ans, il venait tout juste d'entrer à l'école du Conseil des arts et manufactures. Puis il était enchanté de cette découverte de ce lieu qui lui offrait tellement de sujets à peindre. Et donc, au Conseil des arts et manufactures, là, il en parlait à tout le monde de ce lieu extraordinaire. Il était le plus jeune de la classe, il avait 15 ans. Là. Et puis, donc, il a commencé à enrégimenter, si je peux dire, c'est les camarades qui étaient réceptifs à son enthousiasme, à le suivre à la Montée Saint-Michel. Et là, on parlait en quelle saison les peintres y allaient. Cette fois-là, le premier qui l'a suivi, c'est Jean-Onésime Legault. Et on est en décembre 1907, parce que ce sont des scènes d'hiver qu'a peintes Legault. Alors, même malgré le mauvais temps, il a accepté de suivre ce jeune Ernest Aubin à la Montée Saint-Michel pour aller voir ce qu'il en était. En fait, on peut avoir des belles journées d'hiver. Oui, bien sûr. Des témoins. Les années 10, justement, il y a tout un mouvement à travers l'Europe. Je pense à des hivers, je pense aux futuristes, au mouvement Dada, aux surréalistes en 24, au Québec, au Canada, le groupe des 7, Beaver Hall. Donc, cette idée de se regrouper, on est comme dans une phase un peu nouvelle du développement d'histoire de l'art, à savoir que les artistes sentent le besoin de se trouver des âmes sœurs, des compagnons avec qui discuter, avec qui échanger. Vous avez évoqué l'école du Conseil des arts et manufactures. Est-ce que c'est justement le lieu où se retrouvent ces peintres-là d'abord, je veux dire, qu'ils se connaissent d'abord au Conseil? C'est le premier endroit où ils prennent contact? Oui, tout à fait, oui. Si on veut les nommer, il y a Ernest Aubin, que j'ai déjà cité, il y a Joseph Jutras, Jean-Onésime Legault, Onésime Aimé Léger, Élisée Martel, Jean-Paul Pépin, Narcisse Poirier et Joseph-Octave Pourreau. Alors, ce sont les 8 qui vont former le groupe des peintres de la Montée Saint-Michel autour d'Ernest Aubin, qui en est le chef de file. Donc, ils sont nés entre 1881 et 1893. Ils sont décédés entre 1944 et 1984, à l'exception de Léger,
qui est mort, on peut dire prématurément, si on veut, là. En 1924, il avait tout juste 40 ans. Donc, c'est vraiment dans les classes de l'École des arts et manufactures qu'ils se connaissent. Ils ne se connaissaient pas avant. Ils étaient dans la même classe dirigée par Edmond Dionnet et Joseph Saint-Charles. Et combien d'élèves il y avait, ça, on n'a pas les statistiques. Mais en tout cas, d'une année à l'autre, de 1907 à 1908 jusqu'à 1911-15, 1913, je dirais, pour être plus précis, c'est là, dans ces années-là, ces 4-5 années, qu'Aubin recrute ceux qui vont le suivre régulièrement et pour longtemps, et jusqu'à la fin de leur jour, si je puis dire, à la montée Saint-Michel. Ils partageaient, ils avaient une même formation, sous un même maître, Dionnet, que j'ai nommé, et puis Saint-Charles. Ils sont allés étudier avec Brimner, à l'école de l'Art Association, plus ou moins longtemps, parce que les cours étaient payants. C'était des jeunes hommes, mais ils n'avaient pas beaucoup de moyens financiers encore. Et donc, ils sont restés ensemble. C'est ce qui me fait dire que c'est un groupe, parce que même avec les années, bon, ça s'est distendu un peu. Pépin est allé habiter à Laval, sur l'île de Laval. Narcisse Poirier cesse d'exposer. Aubin s'en va vivre à Sainte-Adèle, dans les Laurentides. Donc, le groupe s'est défait vers 1936. Là, ça a commencé à se défaire. Mais malgré ça, quand Aubin venait à Montréal, il voyait toujours Pépin et Jutras. Quand il n'est pas là, il correspondait. Legault écrivait à Jean-Paul Pépin. Jean-Paul Pépin écrivait à tout le monde parce qu'il était vendeur de tableaux. Et par eux, il avait des tableaux de ces peintres-là ou d'autres peintres. C'était un de ses moyens de survie avec sa très grosse famille. Proulx peignait avec Ernest Aubin, Jean-Paul Pépin aussi. Donc, ils étaient toujours en contact. Ils ne se sont jamais perdus de vue complètement. Alors, c'est dans ce sens-là, moi, que je les considère comme un groupe. Même s'ils ne sont pas beaucoup affichés en tant que groupe. Là. À mes yeux, c'est comme ça que je les vois. Un groupe à géométrie variable, qu'on peut dire. Je reviens sur une chose, donc le rôle de cette école du Conseil des arts et manufactures, parce que on sait certaines choses sur l'école, mais votre livre est l'occasion de vraiment nous faire entrer dans l'école du Conseil des arts et manufactures. Donc, quel rôle est-ce que ça joue, cette école qui était installée au Monument national, dans la formation, justement, de toute une génération d'artistes à la fin du 19e ou au début du 20e siècle. Donc, Dionnet, Saint-Charles, La Liberté, plusieurs artistes importants y enseignent. Et donc, là, il y a un transfert d'informations, et un élargissement du groupe d'artistes actifs à Montréal à l'époque. Donc, le conseil a été important. Il a été important, d'abord en ce sens que les cours étaient gratuits. Ils se donnaient le soir, évidemment, mais ils étaient gratuits. Donc, plusieurs membres du groupe de Biverol ont étudié au Conseil des arts et manufactures. Ils n'ont pas tous ni toutes été formés exclusivement par Brimner. Donc, l'attrait de la gratuité des cours jouait beaucoup. Dionnet, Saint-Charles, Franchère, Alfred La Liberté étaient des personnages connus quand même, qui exposaient régulièrement. Les élèves, s'ils étaient un peu curieux, pouvaient voir dans les journaux les comptes rendus de leurs expositions, ce qu'on disait de leur peinture. Alors, ça faisait partie, ça contribuait à leur formation d'élèves, sachant ce que faisait leur maître et comment leur peinture était perçue. Bon. Ce qu'on faisait au Conseil des arts et manufactures, évidemment, c'était une formation académique. On commençait par le commencement. Et puis, quand il y a eu une classe spéciale de jour pour la peinture, alors c'était Franchère qui s'en est occupé, mais il n'enseignait que la nature morte, parce qu'il n'y avait pas
de séances de plein air au Conseil des arts et manufactures, les cours se donnaient le soir. Les modèles vivants, quand ils sont arrivés, en 1902-1903, suite à la demande des élèves, c'était des modèles drapés. Évidemment, il n'y avait pas de modèle nu, étant donné l'âge requis pour les jeunes élèves, qui était de 15 ans. Alors, les parents et les professeurs auraient sûrement pas permis qu'il y ait des modèles nus dans les classes du Conseil des arts. Si on voulait des modèles nus, il fallait aller à l'école de l'Art Association. Mais là encore, du moins dans ce que j'ai trouvé, c'était seulement des modèles masculins. Les dessins que j'ai vus qui ont été produits, peut-être qu'il y en a d'autres, en fait je ne les ai pas tous vus, c'était des modèles masculins. Les femmes étaient admises quand même à dessiner les modèles. C'est à partir de je ne sais pas quelle date, en tout cas à l'école de l'Art Association, qu'il y aurait eu des modèles féminins nus. Donc, la formation qu'ils recevaient était très académique. Puis ce qui est intéressant dans tout ça quand même, c'est que quand ils sont sortis de cette école, où certains d'entre eux sont restés très longtemps, Aubin a étudié 15 ans à l'École des arts et manufactures, il a persévéré. Il était hors concours, évidemment, après les 4 premières années réglementaires. Ils ont dépassé tout ça, cette formation académique, tout en gardant une base du dessin, de la composition, tout ça. Mais ils sont allés au-delà de leur maître, je dirais, dans l'usage de la couleur, dont on pourra reparler là, tout à l'heure, si vous voulez. Mm-hmm. Alors, c'est intéressant de voir ce dépassement-là. Et même, on parle de couleur, mais les professeurs étaient un peu déçus de voir leurs élèves exposer des choses qui ne leur avaient pas du tout été enseignées dans le domaine de la couleur, en tout cas. Parce que le groupe, si on le qualifie comme tel, va exposer très peu comme groupe, finalement. Ils exposent individuellement, mais ils ne se présentent pas au public comme groupe. Il y a eu un premier essai en 1931 par Joseph Jutras, quand la Bibliothèque Saint-Sulpice prête ses locaux au Conservatoire de musique de Montréal. Comme on sait, dans les années 10, dans les années 15, 20, il y avait régulièrement des expositions de peinture à la Bibliothèque Saint-Sulpice, qui était orchestrée par Olivier Moreau. Bon, la Bibliothèque Saint-Sulpice ferme pendant quelques années à cause des problèmes financiers. Et quand elle réouvre, ben là, on donne l'espace aux musiciens. Alors, Joseph Jutras a écrit une lettre dans Le Devoir réclamant spécifiquement pour les peintres de la Montée Saint-Michel, il les nomme de leur nom, un espace pour exposer. Mais évidemment, rien ne se fait. Bon, on l'envoie promener. Et puis, il faut attendre 10 ans après, 1941, pour que les Sulpiciens, justement, les maîtres du domaine Saint-Sulpice, s'occupent de ces peintres et produisent une conférence, publient une brochure et fassent une exposition, la seule exposition de groupe de leur vivant. Là. Quand vous dites les Sulpiciens, en fait, ça s'agit plutôt d'une figure. Oui, Monseigneur Olivier Moreau, je pense, qui va être le défenseur des peintres suivants. En fait, un prêtre qui est très proche du milieu des arts et qui, sans doute, voit leur production et pense qu'elle mérite justement un certain intérêt pour sûrement faciliter l'accès au lieu de la Bibliothèque Saint-Sulpice, dont il n'est plus directeur à l'époque, mais il va publier également un texte sur ces artistes-là. Donc, Moreau va jouer un rôle assez important dans la connaissance et la diffusion de leur travail. Oui, un rôle capital, oui. Mais il y a aussi Émile Filion. Alors, son ami, le professeur Émile Filion, professeur de philosophie, si je ne me trompe pas, et lui aussi est une figure très importante parce que Moreau, à qui Jean-Paul Pépin parle du groupe de la Montée Saint-Michel, se montre très intrigué par ce groupe. Et puis, Jean-Paul Pépin est un homme qui avait une parlure assez franche et assez convaincante. Alors, Olivier Moreau décide de rencontrer les peintres du groupe et dit, je vais écrire quelque chose de singulier. Mais c'est bien beau d'en parler, il faut les voir. Et c'est Émile Filion
qui va organiser l'exposition à la Galerie Morancy, à condition que les peintres n'aient rien à débourser. Émile Filion était déjà collectionneur des pins de la Montée-Saint-Michel par l'intermédiaire de Jean-Paul Pépin, comme je disais, qui vendait des tableaux pour subvenir à sa grosse famille. Et puis donc, dès les années 30, si je ne me trompe pas, Filion avait déjà commencé. Il y avait une grosse collection, c'est un collectionneur, Émile Filion. Il y avait déjà des pièces des pins de la Montée-Saint-Michel dans sa collection. Donc, ce n'était pas de parfaits inconnus pour lui, en tout cas. Et donc, il approche la Galerie Morancy, qu'il connaissait, avec qui il faisait affaire régulièrement, soit par achat de tableaux ou encadrement. Et donc, en prévision de la conférence d'Olivier Moreau à la bibliothèque municipale, il veut évidemment en parallèle organiser une exposition. Et c'est là donc qu'il pose les conditions chez Morancy que les encadrements, par exemple, soient au prix coûtant, pour pas que les peintres aient à débourser d'argent. Et c'est Émile Filion lui-même qui paye pour l'impression du catalogue. C'est lui qui a payé pour ça, les peintres. Donc, c'est vraiment un très bel acte de mécénat de la part de ces deux sulpiciens qui étaient quand même passablement occupés. Olivier Moreau, à l'époque, est recteur de l'Université de Montréal. Et en voyant toutes les notes, quand j'ai consulté les notes qu'il avait prises sur les pins de la Montée, ben c'est quand même un assez gros travail qu'il a fait. Là. Il a bien fait ce qu'il avait à faire. On fait une courte pause musicale et on revient avec vous, Richard Foisy. Alors, nous venons d'entendre les 3 préludes de Rodolphe Mathieu, interprétés par Régent Coallier. Vous avez fait, Richard Foisy, allusion à quelques reprises aux sources que vous avez consultées, à votre intérêt pour ce groupe. Et donc, c'est une question que je réservais pour la fin de l'émission, mais je suis tenté de vous la poser tout de suite. Comment est-ce que vous avez découvert vous-même ces peintres-là? Ah oui, bon.
Oui, c'est toute une histoire. La toute première fois que j'ai entendu parler des peintres de la montée Saint-Michel, c'était à la Galerie Morancy, justement, où je travaillais. Je suis entré là, j'avais 20 ans. Et puis, je travaillais dans l'atelier tout d'abord, comme encadreur, comme monteur. Et puis après, j'ai travaillé avec la patronne Hélène Mercure, avec la directrice Hélène Mercure, dans la galerie elle-même. Alors là, j'étais avec les tableaux, quoi. Et j'étais avec la clientèle. Et un jour, un collectionneur, c'était des tableaux de Jean-Paul Pépin qui étaient en montre. Et ce collectionneur attire mon attention sur ce qui est écrit au dos du tableau. Parce que Jean-Paul Pépin écrivait toujours « peintre de la montée Saint-Michel », indiquait le lieu, la ferme de la montée Saint-Michel sur laquelle il avait peint sa pochade ou son tableau. Et ce monsieur m'explique, les peintres de la montée Saint-Michel, c'était un groupe, et puis c'est là qu'il m'apprend que Monseigneur Moreau, comme on l'appelait, avait publié une brochure sur les peintres de la montée Saint-Michel. Bon, d'accord. Alors, j'ai pas mis la main tout de suite sur la brochure, ça m'a pris quelques années avant de la trouver. Et puis, donc, nous, on avait donc des tableaux de Jean-Paul Pépin qui avaient exposé chez Morancy. Après 1941, Narcisse Poirier aussi avait fait plusieurs expositions chez Morancy. Et on avait des tableaux de Léger, Onésime Aimé Léger, qui étaient représentés au Salon du Printemps par la Galerie Morancy. Les artistes du Salon du Printemps, ce n'était pas toujours eux-mêmes qui déposaient leurs tableaux, ils passaient souvent par l'intermédiaire d'une galerie. Et dans le cas de Léger, c'était la Galerie Morancy. Donc, c'est ce qui explique qu'on avait, en tout cas, des tableaux de ces trois peintres-là. Donc, c'est la première fois, peut-être 1980 à peu près, où j'entends les peintres de la montée Saint-Michel. Mais après, il faut attendre 16 ans, lorsque Laurier Lacroix, à l'UQAM, présente une exposition sur... et ce même collectionneur m'avertit, Richard, il y a une exposition sur les peintres de la montée Saint-Michel. Ah, je dis, ah oui, bon. Il dit à l'UQAM, qui va venir à l'automne, il dit, le catalogue est déjà en vente. À l'été, c'est l'été. Je me précipite, évidemment, pour acheter ce catalogue. Et là, j'en découvre pas mal plus, évidemment. Mais ma surprise, c'est qu'ils avaient occupé l'atelier de l'Arche, rue Notre-Dame. Mais moi, déjà, je m'intéressais à cet atelier, mais à travers les littéraires et les comédiens qui y avaient passé. Mais j'ignorais absolument que les peintres de la montée Saint-Michel avaient aussi occupé cet atelier. Ah je me suis dit, attends, il y a quelque chose là dans cet atelier et avec ces peintres. Donc, l'exposition a eu lieu, j'ai été la voir, évidemment. Et puis après, j'ai rencontré Estelle Piquette-Garot, qui avait été à la source de cette redécouverte des peintres de la montée, quand elle a connu Jean-Paul Pépin, qui lui a donné les adresses et numéros de téléphone de tous les descendants des peintres de la montée, tous les descendants qui étaient encore vivants. Et donc, ça a fait boule de neige avec elle. Vous avez monté une exposition. Et puis moi, donc, quand j'ai rencontré Estelle Piquette-Garot, je lui ai parlé de l'Arche. Pour ce que j'en savais. Alors, j'ai dit, l'Arche, ça a commencé en 1913. Moi, j'étais avec la troisième époque, que je savais pas être la troisième époque. Elle dit, mais non, cher monsieur, elle dit, ça a commencé bien avant ça. Je dis, ah oui. Bon, mais elle me parle d'Émile Vézina, qui était là. Bon, OK, là, on a conclu qu'il fallait se rencontrer et puis parler. Alors voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis, on a eu plusieurs rencontres à l'automne 97. Et là, on s'est enthousiasmé, évidemment. Et puis moi, je voulais aller pas mal loin dans tout ça. Après avoir lu le catalogue, c'est cette première étape de mise en lumière de ce groupe, dans son contexte de l'époque, avec les peintres de la montée Saint-Michel et leurs contemporains. D'où sortent-ils et dans quel contexte? Je me suis dit, c'est bien, on a fait ça,
Mais moi, j'aimerais, eux, savoir le fond de l'histoire. Qui ils étaient. Et je me souviens très bien que j'avais déjà en tête, en 1998, 99, 2000, déjà le livre que je voulais faire sur eux. Je voulais faire un livre d'art, parce que je voyais qu'il y avait quelque chose à aller chercher. Alors donc, pendant presque 20 ans, quoi, avec l'aide de Mme Garot, qui à son tour m'a transmis des adresses, des numéros de téléphone. Et moi, de mon côté, j'ai fait d'autres découvertes aussi, dont je l'informais. Alors, petit à petit, parce que j'avais d'autres travaux aussi en chantier, là, d'autres travaux sur l'Arche. Donc, petit à petit, j'ai fini d'un descendant à l'autre, et puis qui m'amenait à d'autres personnes et à d'autres collectionneurs. J'ai fini par monter un corpus qui était complet, je dirais, en 2017. Quand j'ai fait une exposition à la Maison de la Culture à Huntsic, Cartierville. Là, après, ça faisait 20 ans, donc 2017. Là, j'ai dit à mon coéquipier de l'époque, là, qui était le président de mon centre de recherche, j'ai dit, je pense que j'ai ce qu'il faut, là. Je pense que je peux y aller dans la rédaction, à fond, là. J'avais déjà dressé des chronologies détaillées de chacun des 8 peintres que j'ai continué à perfectionner. Alors là, voilà, 2017, et j'étais prêt, là. Donc, vous évoquez les sources, c'est beaucoup de rencontres, de sources d'archives privées dans ces familles-là, d'histoire orale également, des gens qui vous confient. Et donc, il s'agit de tricoter tout ça et d'en faire un récit qui se tienne. Justement, l'ouvrage est organisé justement de façon un peu monographique où chaque artiste se voit confier un chapitre, ce qui fait qu'on peut vraiment aller à fond dans sa carrière, évidemment les années où il fait partie du groupe, mais également ce qu'il était avant et ce qu'il va devenir après son activité du peintre. Donc ce travail-là, c'est un travail de 20 ans, là, de suivre toutes ces adresses, de faire toutes ces entrevues. 20 ans de recherche et 5 ans de rédaction. Voilà, un quart de siècle. C'est ça, pour arriver à ce magnifique ouvrage. Donc, on connaît maintenant le contexte dans lequel ça s'est réalisé et on arrive à ce lieu où ces artistes se retrouvaient quand ils n'étaient pas à la Montée Saint-Michel, peut-être. Un lieu qui est qui est très polyvalent, comme vous allez nous le dire, qui est l'Arche. Donc, un atelier qui se situe dans le Vieux-Montréal. Oui, c'est toute une histoire, ça, l'Arche. C'est une épopée. C'est une fresque. C'est très impressionnant. Première mention que j'ai trouvée de l'existence de ce lieu, moi, c'est dans une lettre d'Émile Coderre, connu sous le pseudonyme de Jean Narache, là. Une lettre de 1920, mon Dieu, 21, où il se prépare à publier son premier recueil de poèmes, Les signes sur le sable. Il écrit à son ami Alphonse Desilets, à Québec, se plaignant, il dit à Montréal, j'ai pas d'appui littéraire, je fais partie d'aucun cercle, aucun groupe, je suis pas connu, je fais pas partie de l'école littéraire de Montréal. Bon, ça va. Il dit, je fais pas partie de l'Arche. Point d'interrogation. Il ajoute, je suis pas franc-maçon. Bon, on savait c'était quoi. Mais l'Arche, mais qu'est-ce que c'est ça, l'Arche? Ça reste là, je n'en savais pas plus. Et puis, par hasard, quelques mois après, je lisais un livre sur Ringuet, Philippe Panton, dans la collection chez Fides, la petite collection là, de monographies sur les écrivains. Et tout à coup, chapitre 2, L'Arche et les casoars. Ah, mais tiens, c'est ça. Donc, c'est un chapitre assez court, mais quand même, là, qui m'éveille à ce groupe qui existait dans cet atelier de la rue Notre-Dame. Et en bas, dans une des notes de bas de page, il y avait un renvoi à un article d'Hubert-Paquin dans le journal Le Canada de 1917. Je ne fais ni une ni deux. Je vais à la Bibliothèque nationale et je photocopie cet article quand même qui paraît en 2 livraisons dans le Canada.
avril-mai, mai-juin, enfin quelque chose comme ça, 1917. Mais là, stupéfaction. Ce qu'est notre quartier latin et ce que sont ces poètes. Mais enfin, il y avait 50 personnes qu'il nommait là-dedans. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette ruche? Alors, bon, donc, j'ai continué mes recherches, évidemment, dans ce sens-là. Et puis, après la découverte donc, du fait que les peintres de la Montée-Saint-Michel aient eux aussi occupé l'atelier, mais là, ça complétait l'histoire que j'avais qui partait d'Émile Vézina et puis qui se terminait en 1904, exactement, Émile Vézina, et qui se terminait avec les peintres de la Montée en 1929. Et c'est à ce moment-là, avec Estelle Piquette-Garot et Odette Legendre, qui m'ont fait venir à domicile et qui m'ont dit « Bon, Richard, c'est bien beau, vous voulez vous lancer dans la recherche sur l'Arche, mais là, c'est gros. Et donc, vous ne pouvez pas vous êtes isolé, là, vous n'y arriverez pas, etc. » Bon, donc, il faudrait fonder un centre de recherche. Alors là, j'ai dit, oui, bon, c'est quoi? Donc, on a eu une bonne discussion, tous les trois. Le centre de recherche, dont je serais le directeur. Tout de suite, j'ai été propulsé directeur. Bon, alors... donc, on a eu au moins deux rencontres là-dessus. Et puis, donc, on voyait qu'il y avait suffisamment matière à l'horizon pour fonder vraiment un centre de recherche qui se concentrait sur cet atelier et ces 25 années d'activité artistique, musicale, théâtrale, picturale, extrêmement riche et dont je n'ai pas encore vu la fin, je dois dire. Donc l'Arche, c'est un centre multidisciplinaire, qu'on dirait maintenant. C'est l'atelier, il était situé, si vous permettez, Laurier, au quatrième et dernier étage de l'actuel 26-28 rue Notre-Dame. L'immeuble existe toujours. Et l'atelier lui-même a été créé, je dirais, après que tous les autres occupants de l'immeuble se soient installés. C'étaient tous des artistes. Au rez-de-chaussée, les frères Charles et Joseph Tison, qui étaient graveurs en creux. Au deuxième étage, occupant tout le deuxième étage, l'imprimeur Louis-Adolphe Morissette, qui était aussi graveur sur bois, illustrateur, aquarelliste, peintre et imprimeur de luxe. Au troisième étage, il y avait deux ateliers. Un à gauche, le poète et illustrateur Albert Ferland, et à droite, l'illustrateur Edmond-Joseph Massicotte. Ça fait déjà du beau monde. Et au dernier étage, il y avait un grenier. Voilà. Et puis Émile Vézina, qui arrivait de Cap-Saint-Ignace à Montréal, où il allait faire une carrière d'artiste célèbre. Alors, ça cherchait évidemment un atelier. Alors, puis donc, je ne sais pas comment, il a connu le lieu, mais en tout cas, il y avait ce grenier qui était libre et puis qu'il a fait transformer en atelier par son père, qui est menuisier charpentier. Alors, l'atelier a pu se faire grâce à tous les autres locataires de l'immeuble qui ont attiré en dernier Émile Vézina, mais tous les artistes collaboraient ensemble. C'est une histoire, une première étape de l'histoire qui est très intéressante. Donc, on est en 1907 et là vont succéder, on peut dire, quelques générations de créateurs, des littéraires, des musiciens, des gens de théâtre, des peintres. Et comment se fait cette transmission, comment se fait cet écosystème de créateurs qui continue de louer cet espace, qui trouve les sous pour louer ce lieu? Après Vézina, qui l'occupe? Vézina était quelqu'un de pas très stable. Il se fait installer un vaste atelier, c'était grand à l'Arche. Hein. Moi, je suis allé il y a plusieurs années où le plancher était vide. Alors là, vraiment, quand c'est vide, on voit que c'était grand. Là. Et donc, Vézina occupe l'atelier quelques années. Il voyageait, Vézina. C'est un homme qui avait des moyens financiers. Il avait hérité de sa mère. Après, il a hérité de son père. Il y a eu deux héritages. Il était fils unique. Alors, il a quitté son atelier en 1907-10. Et puis, donc, l'atelier étant libre, on connaissait le lieu, parce que des grands ateliers comme ça, il n'en pleuvait pas à Montréal. Là. Avec un puits de lumière et tout, bon, c'était connu, le lieu était connu. Vézina était connu aussi, bon. On savait où il logeait. Donc, après lui, la deuxième étape, ça a été un groupe de gens de théâtre, de comédiens,
et de peintres qui se sont appelés la Société des faiseux. Parce que c'est un mot du lac Saint-Jean, paraît-il. Alors, les faiseux, c'est des gens qui ont de la dent, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt sympathiques et bon. Alors, il y avait déjà Onésime Aimé Léger, futur membre de la Montée Saint-Michel, qui était dans le groupe des faiseux. Ça, c'est 1910-1913. Et puis, il y avait Marc-Aurèle Fortin aussi, qui n'est pas le moindre, qui faisait aussi partie du groupe. Et puis, des comédiens qui deviendront très connus, comme Albert Duquesne, par exemple, voilà, qui faisaient partie de... C'était des jeunes gens. Il y en a qui étaient journalistes et aussi illustrateurs. Il y en a qui étaient sculpteurs. Il y avait Paul Cobson qui arrivait d'Europe et qui était repéré au Conseil des arts et manufactures par d'autres... membres des faiseux, puis on trouvait qu'il avait de la don. Donc, ils l'ont invité à se joindre à eux. Ils étaient une dizaine, je crois. C'est une belle époque, ça. Je travaille encore dessus, là. Je n'ai pas vu le fond encore, c'est vous dire. Après eux, 1913, alors là, c'est les étudiants de l'Université Laval de Montréal, située rue Saint-Denis, où est l'actuel UQAM, l'Université du Québec, qui cherchent un atelier. Pourquoi est-ce que les faiseux ont quitté le lieu? Est-ce qu'on leur a demandé de faire place nette? Enfin, Roger Maillet, qui connaissait le propriétaire de l'immeuble, qui cherchait un atelier pour Philippe Laferrière, qui était étudiant aux arts à l'École des arts et décoratifs, a trouvé cet atelier pour installer Philippe Laferrière, puis en même temps, ils s'y sont tous installés, ses étudiants et ses copains, qui faisaient tous du journalisme, aux nationalistes et au devoir. Ils étaient rédacteurs. Et puis finalement, ils ont fondé leur propre journal, L'Escolier. Mais leur quartier général, c'est devenu l'Arche. Et c'est là qu'ils ont conçu leur programme littéraire nationaliste, qu'ils ont beaucoup écrit dans le Devoir, dans le Nationaliste et dans l'Escolier, et qu'ils ont créé des manifestations étudiantes, dont l'enterrement du béret, qui a été quelque chose absolument extraordinaire, et qui a perduré après. Alors ça, c'est la troisième époque, et puis après, quand la guerre arrive, 1917, la plupart des membres de la tribu des Casoars, comme ils s'appelaient, ces jeunes étudiants, se sont engagés volontairement pour le front. Donc, il restait Édouard Chauvin, frère de Jean Chauvin, qui s'est engagé aussi là, dans la Légion étrangère, à l'Arche, ne pouvant pas payer les 12 $ demandés par le propriétaire à l'époque. Il a fini par céder la place, et puis en 1922, alors c'est là que sont arrivés les pins de la Montée Saint-Michel, jusqu'en 1929. On fait une courte pause musicale et on revient avec vous, Richard Foisy, pour poursuivre l'histoire de l'Arche.
Nous venons d'entendre Pavane de Georges-Émile Tanguay. Alors, nous sommes à l'Arche en 1922, moment où les peintres de la Montée Saint-Michel font leur entrée triomphale à l'atelier de l'Arche. Pour quoi, une durée de 7-8 ans? C'est Pour une durée de 7 ans. 7 ans. Oui, jusqu'en 29, oui. Et donc là, à tour de rôle, ils viennent y travailler, ils dessinent d'après modèle vivant, ils font poser leurs amis. Oui. Ernest Aubin avait déjà un atelier rue Saint-Jean-Baptiste, juste à côté. Il travaillait pour Desmarais et Robitaille, qui étaient des marchands d'articles religieux. Il dorait des statues, il peignait des statues. Il était expert dans la pose de la feuille d'or, Ernest Aubin, ce qui est un art difficile. J'ai vu ça, moi, dans l'atelier de chez Morancy, là, des cadres entiers à la feuille d'or, c'est long à faire. C'est très difficile. Et il avait dans cet entrepôt de Desmarais et Robitaille, il a installé son atelier pendant 6-7 ans. Et il recevait ses copains de la Montée, là, évidemment, dont Joseph-Octave Proulx, Jutras, évidemment, le jeune Jean-Paul Pépin, quand il pouvait s'évader de la librairie de son père. Mais en 1921 est créée la Société des alcools du Québec, et je ne sais pas pourquoi, Desmarais et Robitaille, peut-être question financière, décide de louer son entrepôt à la Société des alcools du Québec. Alors là, Aubin n'a plus d'atelier. Peut-être qu'il perd son emploi chez Desmarais et Robitaille aussi, je ne sais pas. Alors là, mais il était à côté de l'Arche, juste au coin de la rue, et il savait très bien. Il savait tellement bien que l'atelier était disponible qu'un de ses amis qu'il avait connu, encore une fois, au Conseil des arts et manufactures, Serge Lefebvre, occupait l'atelier avec Henri Miraut, le frère du compositeur. Non, c'est Alfred Miraut, excusez. Le peintre qui était avec Serge Lefebvre à l'Arche, c'était Alfred Miraut, le frère du compositeur Henri Miraut. Voilà. Alors bon, c'était facile pour lui de dire à Serge, j'ai plus d'atelier, est-ce que, on peut? Et puis, oui, bien sûr. Alors, Aubin est devenu le locataire principal de l'atelier en 1922. Il en a changé la serrure, parce qu'on ne voulait pas que tout le monde se pointe là. Et il en avait seul la clé. Donc il pouvait recevoir, oui, justement, des modèles. Parce que c'était une question, quelqu'un qui voulait faire du modèle vivant, drapé, ça allait. Mais le modèle nu, c'était plus difficile à trouver. Les femmes ne posaient pas nues volontiers. Donc Aubin avait une charmante compagne du nom d'Irène Lucier, une plantureuse beauté, alors qu'elle a beaucoup posé pour Ernest. Mais il y avait aussi des modèles masculins qui venaient poser nus à l'Arche. Mais toutes ces allées-venues, les autres peintres de la Montée s'y retrouvaient aussi. Jutras a amené sa femme, Proulx aussi a amené sa femme pour visiter ce lieu où il se retrouvait entre copains. Poirier aussi y est allé. Mais chose curieuse, les voisins d'en face c'est commencé à se conter des histoires avec tous ces modèles féminins qui allaient et venaient. Et puis ça a commencé à être plus difficile d'accueillir des modèles féminins à l'Arche. Heureusement, en 1925, l'ancien professeur des peintres de la Montée, Edmond Dionnet, ouvre à l'Art Association, à l'école de l'Art Association, une classe de modèles vivants nus, des deux sexes, soutenue par l'Académie royale des arts du Canada, dont il était déjà secrétaire, je crois. Alors donc, une occasion en or se présente à eux. Donc, les peintres de la Montée vont aller à cette classe de modèles vivants qui se tenait 2 fois par semaine à l'Art Association. Et là, évidemment, ils ont devant eux des modèles vivants, nus la plupart du temps, quelquefois drapés, mais assez peu.
et qui sont de beaux modèles. Justement, il y a ça aussi. D'après les dessins que j'ai vus de l'école de l'Art Association du temps de Bremner, les modèles masculins n'étaient pas très inspirants. Je me suis demandé est-ce que la qualité assez secondaire des dessins de Legroux qu'il a fait là venait du fait que le modèle n'était pas très inspirant. Mais même un modèle pas très inspirant peut produire un beau dessin. Bon, ça. Mais évidemment, là, quand on est à l'Art Association avec Dionnet à partir de 1925, la production de portraits et de modèles nus de Aubin et Legault principalement, et de Proulx aussi. Je crois qu'ils ont atteint le sommet de leur art là-dedans. C'est tout à fait remarquable. C'est la perfection, quoi. En terminant, Richard Foisy, parce que malheureusement le temps nous rattrape, justement, on est sur la piste que vous venez de lancer. Comment est-ce qu'on pourrait caractériser ou définir le style, enfin s'il y en avait un, parce que c'est quand même assez hétéroclite, nombre de peintres aussi différents. Comment est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait caractériser les peintres de la Montée-Saint-Michel au plan de leur art? Et sinon, est-ce qu'il faut accepter que c'est un groupe très hétéroclite, donc qui a chacun sa manière, sa forme, ou est-ce qu'il y a des éléments communs qui les caractériseraient? Comme élément commun, je dirais la couleur. La couleur, à partir de 1915, la couleur arrive dans la peinture d'Ernest Aubin, qui pratiquait une peinture un peu léchée avant ça. Et puis, Aubin a influencé les autres peintres de la Montée pour la couleur, parce que il a fondé ce que j'appelle, moi, une école du soir, c'est-à-dire qu'il peignait beaucoup les crépuscules à la Montée, dont l'horizon était dégagé. Et puis, bon, c'est un moment du jour où les jeux de couleurs sont infinis, variés et passionnants. Et il a amené plusieurs de ses confrères de la Montée avec lui pour peindre ces crépuscules. On peut faire beaucoup de rapprochements entre tous ces différents peintres. Donc ça, je dois dire que c'est lui qui a influencé la couleur. Évidemment, avec la couleur, dans la peinture d'Aubin, arrive aussi ce qu'on appelle la touche apparente, là, si je peux dire comme ça, où on voit le travail du pinceau sur la surface. C'est une chose qui était en principe qu'il fallait gommer, qu'il fallait que tout soit fondu, si on s'en tient à la manière académique. Mais Aubin a bousculé ça et entraîné avec lui aussi, par exemple, Jean-Paul Pépin, qui a suivi Aubin à la trace, à la Montée Saint-Michel, et avec qui il a appris à devenir peintre. Comme il dit, c'est grâce à Ernest Aubin que je suis devenu un peintre. Et puis la couleur dans l'œuvre de Pépin, c'est assez présent. Et le côté spontané aussi, parce que Aubin, c'était la pochade, c'est un peintre de l'instant. C'est pas beaucoup un peintre de chevalet, Aubin. C'est sur le moment. Alors, c'est ce qui fait un des aspects de sa grandeur. À défaut de découvrir l'œuvre de ces peintres qui sont peu présents dans les collections muséales, je pense qu'on peut le dire, parce que l'Art Association, où ils ont étudié et où ils ont exposé, qui est devenu le Musée des Beaux-Arts de Montréal, oui, ne présente que rarement les œuvres de ces artistes ou d'un ou deux de ces artistes. Donc, c'est dans votre merveilleux ouvrage superbement illustré, Richard Foisy, vers lequel il faut se tourner pour découvrir, contempler, parce que les illustrations sont d'une grande qualité, les peintres de la Montée Saint-Michel. Donc, c'est un livre qui est paru aux presses de l'Université de Montréal en 2024, un livre de 600 pages, donc très impressionnant et absolument exceptionnel par les illustrations et par le texte, la recherche, comme vous avez évoqué. Les peintres de la Montée Saint-Michel, un groupe montréalais, 1911-1946. Merci, Richard Foisy, de cette présentation. Merci à vous. Nous en sommes maintenant à la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site de la Société historique de Montréal, à l'onglet « Émissions de radio » ou sur notre chaîne YouTube. Nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à devenir membre de la Société historique de Montréal, ce qui nous permet de produire ces émissions. Alors, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.